Originaire d'Algérie, le jeune homme qu'on va rencontrer aujourd'hui est une référence en matière culinaire. Maître artisan, maître restaurateur de France, champion de France et champion du monde de pizza. Figure attachante du Carcassonnais, il est reconnu pour son indéfectible sourire. Et ce jeune homme qu'on va rencontrer est à la tête de son restaurant et de son école où il forme de futurs cuisiniers à l'exigence de l'excellence, tant la griffe Zawi, puisque c'est de lui dont il s'agit, est un gage de qualité. Bonjour Abba Zawi, comment Bon- vas-tu? Bonjour, ça va très bien, merci. Je t'ai découvert récemment au travers de la lecture de ton livre, Itinéraire d'un enfant de Harki. C'est mon histoire et celle de mes parents, bien entendu, et plus précisément celle de mon père, parce que Arki, c'est mon père. Donc moi, je suis né en Algérie. Je suis arrivé en France donc à l'âge de 3 mois. J'ai suivi mes parents qui n'avaient pas le choix que de suivre donc leur destin qui était celui de la France et qui par la suite donc a permis en fait à nous de nous exposer donc une vie différente et puis d'adopter la culture de ce nouveau pays qui n'était pas le nôtre, mais qu'on avait choisi par force donc et obligation de départ de notre papa. On a souvent, dans mon Algérie à moi, euh, comme une obligation de rendre hommage à nos parents. Ça va être le cas encore aujourd'hui, parce qu'effectivement, dans ton livre paru récemment, cette autobiographie parue récemment chez l'éditeur Libre de lire, et qui m'a été suggérée d'ailleurs par quelqu'un qui est déjà intervenu dans mon Algérie à moi, Yvan Tettelbaum, en dira quelques mots. Itinéraire d'un enfant de Harki veut pas être un livre, un énième livre qui va rester sur la vie dans les camps, les difficultés dans les camps. D'ailleurs, tu ne t'appesantis pas sur cette question des camps, mais quels sont tes souvenirs algériens? Parce que, comme tu viens de le dire, tu quittes l'Algérie, tu es né en 66, on ne cache rien sur ton âge, mais les premiers souvenirs algériens, c'est pas quand tu quittes l'Algérie, c'est des choses qu'on t'a racontées, que ta maman t'a racontées. Mes souvenirs d'Algérie, c'est voilà, c'est ce qu'on m'a raconté. Et j'étais très à l'écoute de ce que mes parents me racontaient parce que je savais que c'était leur histoire, mais c'était aussi mon histoire, puisque ma naissance était là-bas. La terre qui m'a vu naître était celle de l'Algérie. L'air que Mhm. j'ai respiré pour la première fois était celui de l'Algérie. Voilà, je suis né plus précisément à quelques kilomètres d'Alger, à Ouled Moussa, qui autrefois, pendant les colonies françaises, s'appelait donc Saint-Pierre-Saint-Paul. Et en France, on a été accueillis tant bien que mal dans des camps à Saint-Maurice-l'Ardoise, arrivé au port de Marseille, direction Saint-Maurice-l'Ardoise, c'est un camp Mhm. donc, de transit, et qui par la suite nous a emmenés, donc, où on a vécu beaucoup plus de temps, sur Saint-Martin-des-Puys, dans les Corbières Ton papa était enrôlé dans dans l'armée l'armée française. Donc française. voilà, il était plus précisément chef de cuisine dans l'armée française. Donc voilà, c'est peut-être que de lui que je tiens aussi cette envie d'aimer cuisiner et de partager. Ouais. Et pendant l'indépendance, eh ben, il n'a pas eu le choix que de quitter l'Algérie, l'Algérie qu'il aimait, qu'il choyait, et lui et ma maman. On a rejoint la France, mais bien plus longtemps que les autres, puisque l'indépendance a eu lieu en 62 et nous, on a pu rester jusqu'en 1966, certainement, je dirais bien certainement, parce que mon papa n'osait pas aborder ce sujet, mais Ouais. protection militaire, bien entendu, pour qu'on puisse rester aussi longtemps. Et d'ailleurs, il y a un souvenir que tu évoques dans ton livre, c'est l'idée quand même que vous quittez l'Algérie, que tes parents quittent l'Algérie, mais pour revenir prochainement, c'est que c'est la symbolique de ta maman qui ferme la porte de la maison et qui a longtemps gardé les clés de la maison d'Algérie. J'ai le souvenir en plus de cette clé-là. Et j'en parlais dernièrement à mes frères et sœurs pour leur dire, oui, cette clé que notre mère nous faisait voir avec Mm. l'envie de revenir. Et puis elle me dire, bah, c'est la clé de mon cœur, ça. Et donc, Mm. c'était la clé de sa maison. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Et Rabat, justement, tu évoquais le fait que toi, tu connais, en tout cas, les souvenirs que tu évoques de ta petite enfance, en tout cas du départ d'Algérie, ce sont tes parents, entre autres, qui te le rapportent. Mais des camps sur lesquels, comme tu disais tout à l'heure, les camps dans lesquels ta famille et d'autres familles vont se retrouver enfermées pendant des années. C'est le mot juste, à enfermer. De ces camps-là, par contre, tu as des souvenirs assez clairs et pourtant, tu ne t'appesantis pas sur cette période-là, même si on voit au travers de ton témoignage, et comme d'autres témoignages, que c'est pas vraiment une partie de plaisir, cet enfermement pendant plusieurs années. Il est vrai que je ne me suis pas trop arrêté et détaillé sur notre passage pendant cette vie qu'on a passée. Toute mon adolescence, je l'ai passé à Saint-Martin-des-Puys, dans ce camp qui nous Mm. attendait, qui était là. Voilà, Ouais. on attend de ce qu'on allait devenir. Hein. Voilà, quel va être notre avenir. On rappelle les Mais conditions de vie dans les camps, Rabat, s'il te plaît. oui, ben, les conditions de vie, c'est vivre à 7 dans 27 mètres carrés. C'est avoir une maison donc, qui suinte l'humidité. Je m'en souviens encore, je me vois encore toucher les parois des murs, surtout l'hiver ou le matin très tôt. Et il y avait l'humidité de la chaleur humaine de notre corps, de nos Oui. respirations
qui faisait que ça faisait suinter sur les murs. Donc, manque d'isolation. Lorsque le vent soufflait, ça rentrait à l'intérieur. Donc, on était obligé de boucher. Je me souviens avec des journaux pour faire les joints parce que c'était des baraquements avec des cloisons collées l'une contre l'autre. On était quand même sur 3 pièces en tout, donc 2 chambres et voilà, et un salon salle à manger qui faisait office un peu de tout, ouais. Les toilettes à l'extérieur, la douche aussi, et le toilette servait de douche, bien entendu. Des conditions qui nous ont permis à la fois de vivre, à la fois d'être là et de se dire, eh ben, on sait ce que c'est que la vie, puisqu'on ne savait pas ce que c'était autre chose que ça. Parce que, Mais oui, parce on que vous n'avait ne pas le pouviez pas choix. sortir. C'était compliqué de sortir du camp, ou d'y entrer d'ailleurs. Oui, c'était assez compliqué. On avait un chef de camp, donc bien entendu pied noir. Pourquoi pied noir? Parce que c'est un ancien militaire. Parce que cette personne-là aussi comprenait à la fois l'algérien. Il parlait Mm, mm, l'arabe. Il nous comprenait. On arrivait en mm. fait à dialoguer avec lui. Mais on était sous sa tutelle, c'est sa responsabilité. Et donc on devait lui demander autorisation pour quitter le camp, ne serait-ce que pour aller faire des courses ou autre, ou aller rendez-vous médical. Mais ça a été très compliqué. Il devait nous donner un bon pour qu'on puisse sortir de là, quoi, comme si on était enfermé, emprisonné à ciel ouvert. Mm. Et même si tu reconnais que toi-même, tu n'étais pas un élève particulièrement brillant, vous aviez une école à l'intérieur du camp, mais c'était vraiment une école. Elle consistait en quoi, cette école? Ben, on avait une école, lui, avec une institutrice qui s'occupait de la petite section et son époux qui était instituteur, qui s'occupait de toutes les autres sections, parce qu'il y en avait plusieurs, on va dire, hein. Mm. Mais en même temps, ben, ces gens-là ont essayé d'adapter donc, leur méthode pédagogique pour essayer de nous enseigner une éducation, on va dire, plus ou moins poussée dans les études, parce que ça ne nous a pas permis par la suite de pouvoir vraiment s'orienter et d'apporter notre petite touche, je dirais, d'étudiants modèle qu'on aurait pu être, puisque Mm. nous avons été dans un camp, tous ensemble, nos parents ne comprenant pas le français, ne pouvons pas nous aider par rapport à nos cours, donc on était livrés à nous-mêmes, on pouvait dire ce qu'on voulait à nos parents, si on n'avait pas envie de faire nos cours, ben, on ne faisait pas nos cours, nos parents n'allaient pas nous surveiller parce qu'eux-mêmes ne comprenaient pas ce que nous étions en train de faire. L'instituteur, lui, ben, quand on arrivait le matin à l'école et qu'on disait j'ai pas fait mes devoirs, eh ben, il disait rien, il ne nous mettait même pas au fond de la classe. Il disait, Mm. ben, je m'en fous. Je fais mon façon de parler, excusez-moi. Oui, Il disait pas oui, je m'en mais fous, mais ça façon de consistait à parler, ça. Mm, mm. pour lui, voilà, c'était comme ça. Et puis, il était là, il essayait d'enseigner ses méthodes à lui sans se dire, je vais les pousser un peu plus ou moins. Mm, Voilà, on peut dire que sur tous les élèves du camp qui a eu, donc, qui ont réussi, donc, il n'y en a qu'un qui a eu, je le cite dans mon livre, qui a eu le bac, c'est mon frère Alain. Donc mm, voilà, mais ça a été le seul sur les peut-être, allez, on était peut-être pas loin de entre 60 et 80 enfants sur ce mm. camp, hein. Et donc, du Et- coup, voilà. Donc, ça veut dire que le niveau d'études était très, très bas. oui. On ne nous a pas spécialement aidés et on ne nous a pas donné la possibilité de nous intégrer dans une vie entourée de Français autour de nous qui auraient pu nous aider, qui auraient pu nous expliquer. Certainement que les parents de ces enfants-là auraient pu nous dire, ben, tiens, tu ne comprends pas, mon enfant m'a dit, viens ce soir après l'école, je vais Oui. t'expliquer, moi. Ainsi de suite. C'est ce qu'on aurait attendu en même temps de notre arrivée en France et d'être pris en considération quand même. Mon père s'est battu pour la France. On a été mis un peu à l'écart dans ces camps, je dirais. On a été caché de la société française. C'est exactement le terme que j'allais employer. Il fallait que vous soyez invisible. C'était une espèce de honte de la France, du traitement de l'État, gouvernement français à la fin de la guerre d'Algérie. Ce camp dans lequel ta famille va passer plusieurs années et avant de quitter ce camp sans regret. Donc de septembre 66 jusqu'en Mm, 1978. Donc du coup, je suis resté quand même quelques années là-bas dans ce camp. J'y mm, ai passé mon adolescence, une adolescence pas comme tous les autres, mais en fait, on a vécu là entre nous et il y a de bons souvenirs. Je me souviens de beaucoup de bons souvenirs parce qu'on est enfant, on ne se rend pas compte de la réalité, mais en même temps, je me suis rendu compte de l'exclusion qu'on avait eue donc, par rapport à ce pays qui nous avait accueillis. Et donc du coup, mais par contre, je ne garde pas que du négatif, j'en garde aussi du mm, positif, hein. mm. Le positif, c'est quoi? C'est qu'on est encore vivant. Donc, on est quand même ici. On a pu par la suite nous tracer notre chemin de nous-mêmes. Moi, j'ai cru en mes rêves. Mes rêves, c'était quoi? C'était un jour de devenir chef. Quand j'étais petit, qu'on n'avait pas d'argent pour se nourrir, je dis à mes frères et sœurs, quand je serai grand, j'aurai mon restaurant et Ouais. on mangera du poulet rôti Du tous les poulet jours rôti, la parce symbolique que, dont voilà. tu as manqué. Mais en plus, il y a quelque chose qui m'a troublé dans ton livre, Itinéraire d'un enfant de Harki, c'est que au-delà du fait du prénom qui est sans doute prédestiné, tu nous expliqueras la signification de ton prénom, depuis gamin, tu sais que tu vas t'en sortir, tu sais que tu vas y arriver. Ça ne t'a jamais quitté, cette certitude de t'en sortir malgré un démarrage qui était plutôt compliqué.
Oui, m'en sortir, je ne savais pas si j'allais m'en sortir ou Réussir. pas. Mais je savais que j'avais une vocation en moi. Ouais, J'avais dans mon sang qui coulait en fait une envie d'être chef de cuisine, de partager mon bonheur et mon plaisir pour la nourriture, tellement que j'en ai manqué. Je voulais à un moment donné dans ma vie me dire, eh ben, tu vas le partager. Et si tu veux le partager, tu ne vas pas inviter tous les passants dans la rue. Il faut que ouais, tu aies un endroit où les gens vont pouvoir venir déguster tes plats chez toi. Donc, c'est-à-dire un restaurant. ouais, Et ça, c'était mon rêve. Et ça, c'était mon ambition depuis tout petit. Et je suis arrivé à ce que je voulais par la suite. mm, Bien entendu, beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail, mais en me disant toujours, eh ben, voilà, tu vas y arriver, même si à un moment donné dans ma vie, on m'a refusé à l'école hôtelière parce que je n'avais pas le niveau requis pour pouvoir mm, être, donc, suivre des études donc, de cuisinier en école. Voilà, on m'a mis dans une voie de stockage qui était dans la mécanique qui ne me plaisait pas du tout, qui ne m'intéressait pas. J'ai mm, eu par mm. la suite l'occasion, en fait, en expliquant à mes parents que je n'étais pas fait pour faire de mécanicien, mais voilà, on ne voulait pas nous déscolariser, c'était un peu ça, quoi. Mais bon, Ouais, aujourd'hui, je sais que les enfants qui souhaiteraient être chefs de cuisine, eh ben oui, on va faire le nécessaire pour qu'on puisse les mettre donc, dans une section adaptée, dans une école adaptée, voilà, pour qu'ils puissent arriver à s'exprimer donc, de leur bon sens et de leur compréhension dans ce domaine. Mais oui. autrefois, c'était différent. Il fallait C'était avoir un compliqué. niveau. Voilà, Oui. c'était un peu plus compliqué. Il y avait niveau, et puis je pense que pendant quelques décennies, le spectre de la guerre d'Algérie a hanté beaucoup de personnes, et que à l'époque, effectivement, venir de ce pays d'Algérie n'était pas forcément toujours bien compris, eu égard à mon expérience aussi. On ne comprenait pas forcément toujours, on ne déroulait pas toujours le tapis rouge. Je disais tout à l'heure, tu as un prénom prédestiné. Moi, j'ai découvert avec toi ce que signifiait précisément Rabat. Oui, tout à fait. Donc, voilà, rabat veut dire gagnant. Hein, voilà. Mm. Si on le prononce en français, Ouais, quand on dit ouais. rabat, ça veut dire montagne. Mm, Voilà, hein, le rabat veut dire montagne. Et si on le prononce en arabe, on dit rebeh. Rebeh, ça mm, veut dire gagnant. mm. Génial. Voilà. Donc, J'ai- et je me souviens que les anciens, quand j'accompagnais souvent mon papa à des réunions, des petits rendez-vous entre anciens, on va dire dans les coins du quartier du petit hameau de forestier où nous étions. Et chaque fois, les anciens me disaient Rabah, qui fait ce mot? Donc, Rabat, comment tu t'appelles? J'ai Esmi Rabah. Ah, ils me touchaient la tête, ils me disaient Rabah, Terbah. Ils me donnaient leur bénédiction en me disant Rabat, tu gagneras, tu es un gagnant. Mm. Voilà. Et, Bon, je me souviens de tout ça. Quoi. Voilà. la preuve en est aujourd'hui, presque 50, un peu plus de 50 ans après. Tu parles parfaitement bien l'arabe. Je parle très bien l'arabe. Ouais. Je ne sais pas l'écrire, je ne sais pas le lire, mais alors chez nous, on le parlait tout le temps parce que mes parents avaient du mal à s'exprimer en français. Bien entendu, mon père parlait un petit peu. Ma mère, elle était, par contre, comme je dis dans mon livre, analphabète. Donc, du coup, Mm, automatiquement, donc, on n'a pas eu une éducation scolaire comme tout le monde, puisqu'autrefois, vous voyez, la femme s'occupait plus du domicile, de la famille, de la maison. Quand elle était chez ses parents, ben, ils avaient comment dirais-je, quelques animaux, des chèvres, des chevaux, tout mm. ça, s'occuper un peu de tout ça, de la Tu vie t'en de famille. occupais, oui, Voilà. oui. Il n'y Mm. avait pas d'études comme il y a aujourd'hui, hein, c'était comme ça. Mais donc, elle s'exprimait très bien en arabe et donc, du coup, on parlait à la maison en arabe. Et puis, et je les en remercie parce qu'aujourd'hui, je me dis, mais comment j'aurais fait? Parce que j'ai eu l'occasion de revenir en Algérie Oui, après 56 ans. Avant d'écrire mon livre, je savais qu'il me manquait quelque chose, donc une pièce de mon puzzle pour pouvoir en fait finaliser mon projet. Et j'y suis retourné 56 ans après. Et mm. quel souffle, quelle respiration, quel retour dans ce pays où j'ai pu m'exprimer, bien entendu, en arabe, en algérien. Et du coup, ben, j'étais vite compris, mais ils m'ont dit, oh frère, tu as un petit accent quand même, tu n'es pas d'ici. Et donc, du coup, voilà, on a rigolé. Ouais, et tu avais une appréhension avant ton premier voyage en Algérie, 56 ans après, ou plus de 50 ans après? Tu avais une Oui, oui. inquiétude? Oui, une petite inquiétude, on va dire, une petite inquiétude qui était minime Mm, pour moi. C'était qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que ce retour donc, en tant qu'enfant d'Arki va être reconnu, bien pris, mal pris? Est-ce que c'est noté quelque part? Est-ce qu'il y a une fiche concernant donc, certaines familles? Est-ce que, voilà, un peu tout ça. Donc, après, arrivé à la douane, donc j'ai pu passer librement. Donc, avant, j'avais fait mon visa, donc je n'avais pas eu de mm, mauvais retour. Voilà, donc, en arrivant là-bas, à la douane, enchanté monsieur, bienvenue au pays. mm, Voilà, mm, puis j'ai séjourné là-bas, tout le monde était content. Rien ne m'a été donc négatif donc, dans ce mm, pays-là. Au contraire, j'ai trouvé que du plaisir et du bonheur à avoir séjourné là-bas. Je suis allé voir là où je suis né aussi. Hein,
Je suis allé donc à Bled Moussa voir mm, la commune de Bombodès, voir où j'étais né, ma maison. Enfin, celle que ma mère avait fermée à clé, mais qui est habitée par d'autres personnes. Je n'ai pas voulu les déranger, mais je retournerai un jour pour leur dire est-ce que je peux visiter à l'intérieur? Voilà. bien sûr, Hein. ouais. Voilà, parce que j'étais voilà, un peu, je veux dire, en panique et beaucoup d'émotions à tout ça pour me dire, voilà, précisément, on va rentrer dans le détail. Mm, Mais voilà, et puis non, ça a été très bien, un bon accueil et mm. vraiment, j'appréhende plus d'y retourner. Oui. On parle beaucoup de tes parents. Ils sont la raison, comme pour moi, de notre existence en France, de notre parcours en France. Et tu as un petit mot, effectivement, pour ta maman, parce que elle est quand même, il faut le reconnaître, à l'origine de ta vocation pour les pizzas, parce que la première pâte à pizza, ou en tout cas la Oui, première pâte que tu travailles, c'est et avec aux oui. côtés de ta maman. Tout à fait, tout à fait. Ma maman donc adorait cuisiner. Donc elle savait faire ce mélange d'épices et de donner des Mm, saveurs et développer des arômes à travers un plat et à travers peu de choses, parce qu'on n'avait pas grand-chose, mais à travers peu de choses, elle savait nous donner du plaisir et mm, nous faire donc, comment dirais-je, nous transmettre aussi son savoir et son partage. Et effectivement, le pain, elle le faisait maison, le cassera. La ouais, cassera, elle la faisait à la maison. Et souvent, donc, du coup, elle me laissait participer avec elle à ses préparations. Et moi, je profitais avec elle de pouvoir commencer à pétrir, à apprendre, à m'expliquer. Fais attention, il faut faire ça comme ça. C'était un peu, parce que j'étais pressé, moi. On est petit, on est tu pressé. m'étonnes. Et elle me disait, non, attends, il faut être patient, il faut laisser la pâte pousser, il faut laisser toutes ces étapes-là. Parce qu'après, voilà, ben, elle a raison, il y a l'élasticité qui se forme dans une farine, donc ça s'appelle le gluten, et ainsi de suite. Et donc, elle me disait, il faut laisser tout ça se détendre. Mais à sa façon. Moi, je l'ai compris par la suite parce que moi, aujourd'hui, quand je donne des cours, je repense à ma maman, tout ce qu'elle m'a Mm, expliqué. Ça vient automatiquement dans mes pensées. Mais c'est en ça. même temps, Mm. je me dis, ben oui, elle m'a donné cette vocation. Oui, bien sûr, je lui dois tout. C'est ça, cette Voilà. transmission qu'on évoque aujourd'hui. On pense forcément à tes parents. Euh, Ton papa ne sera jamais. Tes parents ne seront pas retournés en Algérie après Si, 66. Si? si ma maman, oui, a eu l'occasion d'y retourner, elle et ma sœur Enya, donc a eu l'occasion d'y retourner. Voilà, m'a raconté un petit peu l'histoire, la situation, la famille, tout ça. Donc voilà, je l'ai gardé aussi dans mon cœur, en fait, tous ces petits témoignages. J'ai dit, tiens, un Mm, jour, moi aussi, je retournerai et je verrai donc ce qui m'a été rapporté. Voilà. Et ma mère aurait aimé y retourner, mais donc elle n'a pas eu l'occasion d'y retourner une autre fois parce que Istanbul. l'âge Mm, a fait que ça a été très compliqué pour elle. mm, Mais voilà, si, mon papa, non, par contre, il n'a jamais voulu retourner. Il m'a toujours mm, dit, ah bah, maintenant, aujourd'hui, c'est la terre où on m'a exilé, c'est la terre où je resterai, où je finirai mes jours. Voilà. mm, Il n'est jamais mm. retourné au pays. On a forcément une pensée émue pour tes parents. Ce Oui, livre oui, merci. que tu as écrit aujourd'hui avec la collaboration, j'évoquais, d'Ivan Tettelbaum, pourquoi l'écrire aujourd'hui, surtout maintenant? C'était une nécessité, il y avait besoin de transmettre quelque chose? Oui, écrire maintenant parce que je trouve que je suis arrivé à maturité de pouvoir transmettre quelque chose. Et j'ai fait le tome 1, je ferai le tome 2, peut-être le tome 3 parce que ma vie n'est pas terminée et j'ai beaucoup de choses à raconter. J'ai beaucoup, surtout de témoignages à apporter, de motivation à apporter à cette jeunesse qui désespère, cette jeunesse qui se sent des fois rejetée, cette jeunesse qui oublie qu'on est dans un pays qui nous a accueillis, qui nous a transmis du savoir, du partage, mais auquel on doit se plier à ses mœurs. Il ne faut pas Mm, oublier que, voilà, puis il y a ses mœurs, c'est-à-dire aussi s'adapter à ce pays, savoir bien s'intégrer aussi, être sérieux, honnête, travailleur. Et à partir de là, donc, je veux dire que toutes les portes s'ouvriront. mm. Voilà, mon papa m'expliquait, Oui, il me dirait, bah, oui, ne ne vole pas. touche à rien, ne vole Mm, rien, demande-le et on te le donnera. C'est obligé qu'on te le donne. mm. Voilà, Et à et Provence, voilà. tu cites quelques exemples, dont un moment où tu vas, sans trop d'entrer dans les détails de ton livre, un moment où tu vas solliciter un prêt bancaire ou des rencontres assez magiques, alors que tu penses effectivement que tu n'aboutiras, que ton rêve de restaurant n'aboutira jamais. Et il y a des belles rencontres. C'est ça aussi, c'est que il faut croire à son destin. Il faut surtout être ouvert aux autres. Il faut rester dans le droit chemin. C'est ce que tes parents t'ont enseigné, malgré toutes les difficultés. C'est ça, c'est ça. Malgré toutes les difficultés que nous avons pu rencontrer, on a un pays qui nous a dans l'ensemble donné la possibilité de vivre, la possibilité de s'épanouir, la possibilité. Mon père me disait souvent, regarde, quand il a été invalide, donc ça je l'écris dans mon livre, j'aurais été ailleurs, j'aurais peut-être pu exister.
Regarde, Mm. Rabat, la France quand même m'a soigné et me donne la possibilité de me soigner. Donc, je lui dois quand même respect. Et en même temps, eh ben, ce qui nous a aussi transmis, c'est d'aller de l'avant et de poser des questions et de demander les choses, comme j'ai demandé mon prêt. Quand j'expliquais au banquier que je n'avais pas d'argent, je n'avais que 5 francs pour pouvoir Je acheter un l'ai litre de lait à attaqué. ma fille. Et il m'a dit, Monsieur David, ne prenez pas par les sentiments. J'ai un enfant, moi aussi, qui a le même âge que votre petite. Donc, dites-moi ce que vous voulez. Et de là, on a commencé à discuter. Hop, ses origines ont fait que c'était un enfant du pied noir. Donc, on a pu discuter un peu de tout ça. Et on s'est rendu compte qu'en fait, notre relation qui était banquier, futur client, s'est transformée en fait presque en camarade qui pouvait serrer la main déjà d'entrée, la poignée de main qui est sacrée. Et de suite, on a pu échanger et me donner, moi, l'assurance de quelqu'un qui était en face de moi pour m'écouter, pour pouvoir me dire, oui, vas-y, termine ce que tu as à me proposer et je pense que je vais l'accorder parce que j'ai vu que dans son regard, il était aussi investi que moi dans mon projet. Et ça m'a fait plaisir et ça m'a touché puisqu'aujourd'hui, je dirais que ce que je suis arrivé à faire, c'est un peu grâce à lui. Mm. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, même si tu es un symbole de réussite, un exemple pour les jeunes, tu n'oublies pas d'où tu viens, hein. Je veux dire, tu évoques la misère, mais de manière très discrète. Je repense aux glaces que ton frère et toi, vous n'avez pas pu vous offrir. Mais ça jamais, on ne sent pas qu'il y a un sentiment que l'un et l'autre, vous avez nourri des sentiments comme ça de jalousie ou d'envie. C'était comme ça, en fait. Non, il est vrai qu'aujourd'hui, quand je vois ces souvenirs d'enfance, Mm. beaucoup de choses, j'en ai les larmes aux yeux, bien entendu, parce que je me dis, et je ne veux pas que mes enfants subissent ça aussi. Et je ferai le nécessaire pour qu'ils ne le subissent pas, mais ils sont à mon écoute, ils observent ce que je fais, comment je communique, et ainsi de suite, parce qu'ils savent aussi communiquer, aussi, ils sont adultes. Mais en même temps, je n'oublie pas ces moments-là. Et ces moments-là, j'ai toujours un petit retour en arrière où je me dis, ah ben, n'oublie pas quand tu Mm. n'avais pas de quoi te payer une glace, que tu pleurais, toi et ton frère, derrière le camion, voilà, en se tenant la main. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, ben, je me dis, euh, voilà, je ne veux pas que d'autres enfants aussi le subissent. Je veux que aussi les parents, quand ils communiquent avec leurs enfants, eh ben, qu'ils puissent communiquer de stratégie aussi, de stratégie, de possibilités de pouvoir leur donner une belle éducation, de pouvoir leur donner une belle intégration. Et c'est ça le plus important. D'autant plus que quand on vient d'un pays étranger, comme je vous disais tout à l'heure, se plier aux mœurs du pays qui nous a accueillis, mais aussi savoir partager, savoir donner de soi, savoir surtout développer ses connaissances pour son intégration. C'est ça le Mm. plus important. Moi, j'étais un enfant d'Arki. C'est quoi un enfant d'Arki? Ce n'est pas une religion, ce n'est pas une communauté, c'est tout simplement un supplétif de l'armée française. Hein? Une personne qui s'était engagée à un moment donné dans sa vie auprès de la France pour Et pour pouvoir en nourrir sa fait famille. pour Ton nourrir sa frère, famille. ouais. Mm. La solde qu'on lui octroyait était intéressante pour mon papa. Il me disait, ah ben, j'étais bien payé. Voilà, donc du coup, et donc de ce fait, il s'est retrouvé dans des cuisines. Des cuisines, il m'a dit, ben, le soir, quand il y avait des restes, eh ben, au lieu de les jeter, ben, je les donnais aux mendiants dans la rue, ou bien je les donnais aux prisonniers, aux militaires français qui n'avaient pas assez à manger, ben, il leur donnait encore un peu plus. Et il Mm. m'a dit, mais sinon, je le distribuais, parce qu'on ne jette pas la nourriture, on la partage. C'est Et vrai. ça, c'est très intéressant. C'est le partage Mm. que je fais aujourd'hui. Aujourd'hui, ça me dérange pas du tout, moi, d'offrir. Je n'oublie pas d'où je viens. J'offre des fois des pizzas, parce que ma spécialité, c'est la pizza. J'offre des pizzas donc au Secours Populaire. J'offre des pizzas au Restaurant du Cœur. Pourquoi? Parce que ça s'appelle du partage. Ça s'appelle aussi, j'oublie pas d'où je viens. J'oublie Mm. pas que j'avais des fois mon estomac vide. C'est ça Ouais. aussi la vie. Et quels sont tes projets, Rabat? Parce qu'on a parlé de tes restaurants, de l'école de formation, du centre de formation que tu as créé. Je sais que tu as d'autres projets parce que on sollicite ton expertise à l'étranger. Tu disais que tu étais parti en Algérie, pas que pour retrouver le lieu de ton enfance, c'est à la demande effectivement de gens qui voulaient te rencontrer. J'ai eu l'occasion donc de retourner en Algérie, invité, bien entendu, par le salon Pizza et Pasta Days, et qui ont organisé donc le premier championnat d'Algérie de pizza. Et donc, du coup, ils m'ont voulu comme président d'honneur de cette tablée de jury. Donc, ce fut pour moi, bien entendu, un honneur de revenir au pays, un honneur de non-rancune, de partage. C'est surtout ça. L'Ifet Aujourd'hui, Met, ce qui est passé est mort, c'est ça, il ne faut pas oui, revenir oui, voilà, là-dessus. comme on dit chez nous, les fêtes mettent, les fêtes mettent. Donc le passé est mort et
Et aujourd'hui, on s'ouvre vers le futur, on s'ouvre vers le partage, vers la transmission. Parce que Rabazaoui, c'est aussi une personne qui est en France, qui a su batailler un petit peu, on va dire, sur le terme du terrain, parce que je suis un sportif aussi, sur le terme de la réussite, entre guillemets, professionnelle, qui n'est pas achevée, on va dire, Mm. mais qui est toujours dans le dynamisme d'apporter quelque chose qui va encore plus nous propulser, nous, en tant qu'êtres humains, mais aussi à développer nos connaissances et nos compétences dans un domaine qui est culinaire, qui est inépuisable, qui est tous les jours à la redécouverte de quelque chose, parce que la nourriture est aujourd'hui, de par les saisons, est différente donc Mm. de chaque année. Donc, automatiquement, un chef va s'exprimer différemment. Et ce partage-là, à travers ces plats, moi, je l'ai fait dans mon école de formation que j'ai à Carcassonne, où je vais transmettre à des gens qui viennent de toutes classes sociales, de tous niveaux d'études. Je leur dis, quand vous venez chez moi, ne parlez pas d'études. Hein, vous n'êtes pas en échec scolaire, vous venez de choisir un métier. Et ce métier, Rabazawi va vous l'expliquer, va vous l'apprendre, va vous le transmettre pour que vous ayez la même réussite que moi et que vous dépassiez un jour le maître, parce que je souhaite que du bonheur pour vous et en même temps donc, de vous dire, ben, je me suis épanoui, j'ai mon activité. Merci à M. Zawi qui m'a un peu expliqué certains points que je n'avais pas analysés avant, mais qui m'ont permis de bien me développer dans mon entreprise et surtout d'avoir la clé de la réussite. Voilà, Mm. que je leur retransmets à chaque fois, c'est la poignée de main. Quand je leur serre la main en leur disant merci beaucoup, je te souhaite beaucoup de bonheur, eh ben, ils savent que ça y est, c'est transmis et c'est du partage et finalisant nos projets. Quoi. Puis voilà. Tu évoques effectivement le fait que même si on est laissé, l'école nous laisse un peu sur le bas-côté, il ne faut pas manquer d'ambition et c'est vrai que c'est tout à ton honneur d'accompagner ces jeunes, souvent également des jeunes issus de l'immigration qui se sentent un petit peu en perte de repère. Comme tout le mal que je te souhaite des projets d'émissions télé, d'émissions culinaires TV, mais j'ai peut-être une dernière question si tu m'autorises avant Oui. de conclure cette interview. Quels sont les secrets de ta pizza? Je cherche pas au passage, je cherche pas à me faire offrir une pizza gratuitement. En plus, je pense que la livraison au Carcassonne Paris coûterait plus cher que la pizza. Non, mais quelle est ta pizza favorite? Tu évoquais le fait qu'il y a une saisonnalité dans tes pizzas, mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a, c'est de la création pour toi la pizza. Tu es parti sur un terrain, quand même, on se dit, il est assez culotté d'aller comme ça euh, piétiner un terrain qui est plutôt de la gastronomie italienne. C'est quoi ton secret, ta pizza préférée, favorite? Oui, donc il est vrai que pour pouvoir confectionner une bonne pizza, le plus important, ça va être la pâte. Le choix de Hum, la farine est primordial. Donc à partir de là, lorsqu'on a choisi une bonne farine, qu'on a pu analyser ses valeurs boulangères, c'est-à-dire sa force, on va pouvoir lui donner un taux de maturité adéquat. OK? Donc à partir de là, eh bien, je vais pouvoir en fait m'exprimer, moi, une fois que ma pâte est prête. Hein. Il y a les ingrédients qu'il faut juste pour faire une pâte. Hein, hum, de l'argile, comme disait ma mère, de l'argile. C'est-à-dire, fais ta pâte. Et à partir de là, il y a le temps qu'il faut laisser à la patience, oui, à la oui, pâte de s'analyser, de détruire les sucres grâce aux levures, et ainsi de suite, pour la rendre digeste, pour la rendre aromatisée. Donc, pendant toute cette phase-là, donc, je vais lui laisser en fait réfléchir. Mais moi, j'ai réfléchi à quelle va être ma garniture que je vais déposer dessus, que je vais au préalable normalement cuisiner ou pas, si elle est hein, cuite rapidement ou pas du tout. Et mais ma préférée, donc je dirais que je partirais de la plus simple, celle qu'on connaît tous, puisqu'on parle d'Italie, hein, la pizza, on va dire, est italienne entre guillemets, mais moi, pour moi, je dirais qu'elle est méditerranéenne, parce qu'elle n'est pas que italienne, elle est sur oui, tout le Balkan de la Méditerranée, qu'elle soit en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Italie, en Sicile, à Naples, partout dans ces endroits-là, on parle de pizza, on parle de partage, parce que la pizza se partage, elle se partage en morceaux, on la partage entre amis, en famille, et c'est très important. La marguerite est la plus simple. La marguerite est la plus simple. La marguerite, pourquoi? Parce qu'elle a une histoire aussi. Elle a une histoire qui se rapproche beaucoup de l'Italie, puisque en 1889, le roi Humbert Ier d'Italie et la reine Marguerite de Savoie se rendaient au château de Capodimonte à Naples, et là, ils demandaient à la serviteur de faire appel à un pizzaiolo qui était Raphaël Exposito. Et ce dernier se rendit au château et partageait avec la reine et le roi, donc sa passion qui était la pizza, et celle-là, par-dessus, il déposa des ingrédients qui en fait étaient les couleurs du drapeau italien, le oui. vert du basilic, le blanc de la mozzarella et le rouge de la tomate. Donc, c'est la marguerite. La margarita, comme ils disent, c'est la base. Mais ensuite, moi, en tant que chef, j'ai pu la décliner différemment parce que je veux m'exprimer sur de la pâte. Un chef doit s'exprimer sur un support. Moi, pour moi, un support, c'est la pâte. C'est une casserole. Dessus, je vais préparer des ingrédients. Je me suis replongé dans mon enfance, dans l'enfance de ma mère qui, lorsqu'elle me préparait donc la charchoura,
Hein, la shakshuka, cette petite ratatouille sur laquelle on a agrémenté la shakshuka, pardon, shakshuka, shakshuka au départ, mais Parce que, on a rendu shakshuka quand on rajoutait un œuf par-dessus. euh, Hein, voilà. Et donc, à partir de là, j'ai rajouté aussi des petites boulettes de viande kefta avec des épices, avec du kummun, avec ras el hanout, avec un petit peu de harissa, avec qu'est-ce qu'il y a de la coriandre, et ainsi de suite. Donc, des petites boulettes aussi que j'ai agrémentées sur cette pizza-là. Ça aussi, chaque fois qu'on me demande, puisque cette pizza chez moi porte le nom de ma mère, hein, elle s'appelle la Mama Oreida. Donc, du coup, ben, j'ai un petit pincement au cœur, j'ai une petite larme à mes yeux. Je dis, tiens, ça, c'est le partage. C'est le partage de ma mère et que je retransmets en fait à travers mes plats et qui satisfait énormément le choix et le bonheur des papilles de mes clients. Et ça, c'est le plus important. Après, la pizza, c'est un partage. C'est qu'est-ce que le chef a envie. L'expression du chef. Le chef, il faut qu'il soit heureux. Il faut qu'il ait envie de vivre et d'aimer ce qu'il est en train de faire pour pouvoir s'exprimer sur un support. Voilà. oui. Et tu aimes la création, tu t'autorises à la création en utilisant des produits locaux. Oui, tout à fait, tout à fait. J'adore la création. Je travaille avec des pizzas locales parce que je travaille beaucoup, je privilégie les produits locaux. Et je travaille par exemple avec des foie gras, je travaille avec de la truffe, je travaille avec de la paillette d'or que je vais saupoudrer sur mes pizzas parce qu'il faut qu'une pizza soit royale, soit magique, fasse rêver aussi. Et c'est ce que j'apporte en fait dans mon restaurant. J'apporte ce petit rêve donc à mes clients. Voilà. Et puis ensuite, eh ben, j'ai créé la pizza cassoulet, bien entendu, puisque notre terroir, donc en Occitanie, c'est bien entendu le Je cassoulet. te tiens encore, oui, par des temps froids comme ça, c'est effectivement Voilà, ce qui voilà, voilà, c'est vous une réchauffe. pizza très chaleureuse, mais qui est à la fois bien répartie et avec le peu d'ingrédients. C'est surtout le goût que je vais rechercher là-dedans. Le goût de ce produit-là, quand on ferme les yeux, oui, on se dit, les clients me disent, oui, on est en train de manger un cassoulet. Mais monsieur Zawi, vous êtes un magicien. Avoir transformé ce plat-là sur une pizza, mais c'est magique. C'est ça aussi l'expression du chef, parce que le chef, il peut s'exprimer, il peut transformer certains plats pour pouvoir en fait les revisiter et donner d'autres plaisirs de ces plats dans son organisation de travail. Et ça, c'est très important. Mm. Je disais en préparant cette interview, en commençant cette interview, je citais le titre de ton livre, Itinéraire d'un enfant de Harki, qui me rappelait effectivement un titre de film et que tu m'as confirmé. Tu pensais effectivement en écrivant, en trouvant ce titre, à l'Itinéraire d'un enfant gâté avec Jean-Paul Belmondo. Oui, tout à fait. Quand j'ai donné ce titre à mon livre, j'ai de suite pensé, bien entendu, au réalisateur qui est Claude Lelouch, hein, bien entendu, il ne faut pas l'oublier. C'est la base Oui, oui, du film qui a par la suite pris comme comédien, donc Jean-Paul Belmondo qui figure extraordinairement bien dans ce film et ce qu'il représente très bien. Et donc de là, eh ben, j'ai dit, cette inspiration de ce titre de film m'a donné la possibilité en fait de pouvoir dire oui, c'est exactement pareil. C'est l'itinéraire d'un enfant de Harki né sous la bonne étoile et 5 francs en poche. Voilà, ça résume tout en fait. C'est beaucoup de choses. C'est l'itinéraire du départ d'Algérie vers la France. Euh, Né sous la bonne étoile parce que je suis protégé par les étoiles, mes parents sont là aussi et ils m'aident beaucoup. Et ensuite, eh ben, c'est la somme que j'avais pour pouvoir en fait créer mon oui. premier projet. Et aujourd'hui, je suis content de dire que oui, c'est le résumé de ce livre, d'une partie de ma vie, et j'espère qu'il ne sera pas, qu'il n'est pas encore fini. Et on en rajoutera d'autres projets et d'autres itinéraires dans cette vie d'enfant de Harki. Mais en même temps, ben, pourquoi pas, j'espère qu'un jour, il sera adapté dans un film ou un téléfilm qui permettrait en fait de donner conscience aux gens que il y a une partie de notre vie qui peut être transmise dans ce côté visuel en fait d'un reportage ou d'un téléfilm qui permettrait en fait aux gens de se dire, eh ben, oui, voilà, maintenant je me sens encore plus plongé dans cet univers connu par ce monsieur qui avait un parcours très chaotique donc dès son enfance, brimballé par la géopolitique qui ne nous concernait pas, mais qui en fait était là, voilà, et quand on a dû s'adapter, bien entendu, pour Mm. aujourd'hui réussir. Donc je n'oublie pas aussi que dans une partie de notre vie, on a été traité de sale arabe par certaines personnes, par des Français, mais on a été aussi traité de sale traître par des Maghrébins qui étaient là, voilà, des émigrés, bien Mm. entendu. Et nous, on se trouvait au milieu entre ces deux parties sans savoir où se situer précisément. On n'avait presque pas intérêt de dire qu'on était enfant d'Arki. Et de l'autre côté, on avait intérêt de se protéger parce qu'on était traité de sale arabe et de bougnoul. Donc, du coup, voilà, ça, je ne l'oublie pas, mais je ne leur en veux pas. Je ne suis pas rancunier. Je dis, c'est le passé. On oublie le passé. Aujourd'hui, on m'appelle Monsieur Zawi. On m'appelle Monsieur le directeur Rabazawi. Donc, du coup, voilà, ça veut dire que notre situation, notre statut a changé. Mais je sais que je n'oublie pas d'où je viens.
Et je Oui. sais, par contre, où je dois aller. Et j'emmènerai les gens qui veulent, qui ont conscience de pouvoir partager avec moi et de pouvoir, en fait, donner cette même propulsion commune vers aller de l'avant. Ben, je les emmènerai avec moi avec plaisir. Voilà, Mm. c'est ça aussi le partage et c'est ça ne pas être rancunier, mais par contre se dire le monde s'ouvre à nous, sachant le partager. Et puis, Rabat, ce qui nous rapproche, ce qui nous est commun, c'est le travail, le fruit du travail. Rien ne t'a jamais été offert sur un plateau. Tu es un travailleur acharné, comme on peut l'imaginer. Donc, c'est aussi ça le message à transmettre, c'est qu'on n'a rien sans rien. Oui, tout à fait. Donc, il n'y a rien sans rien. Donc, on vous donne la possibilité, ce que j'expliquais tout à l'heure, que je vous disais, c'est qu'en fait, on va te donner la possibilité de réussir. Mais pour faire preuve de réussite, il faut que tu fasses preuve donc, de confiance. Et la confiance, ça va être donnée une première fois. Ne te loupe pas, sois vaillant. Ne regarde pas les heures que tu vas faire. Dis-toi une chose, ce que je fais maintenant, je vais semer un fruit que je vais récolter dans quelques années. Donc, sache le travailler, sache le respecter. Ne pas consommer le fruit dès sa première pousse. Attends, hein, je vais supprimer ce fruit de l'arbre. Je vais en laisser d'autres qui vont arriver et qui vont être encore meilleurs, plus juteux, hein, bien garnis. Hein. Et donc, à partir de là, ben, je vais me donner le temps au temps. Mais, bien entendu, il faut beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices pour pouvoir réussir donc, dans ta carrière. Mais en plus, tu ne le regretteras pas. Sache une chose, toutes les portes sont ouvertes hein, au fur et à mesure que tu vas avancer. Ne te les ferme pas. Si elles Mm. sont ouvertes, essaie de les pousser, mais tu vas les pousser grâce au travail, grâce à la confiance que l'on va te donner. C'est ça aussi le plus important de ta réussite. Mm. Joli, joli message à l'adresse, entre autres, des générations des jeunes, des enfants, j'imagine, auxquels tu as transmis déjà une partie de ce patrimoine, de ce capital, et aux jeunes qui viennent dans ton école, dans ton centre de formation. On va dire qu'on peut te trouver à Carcassonne si on veut manger une bonne pizza. Alors, je dis, pour ce midi, ça va être un peu compliqué, mais un autre jour, où peut-on te trouver à Carcassonne? Oui. Donc, on peut me retrouver à Mm, Carcassonne, au mm, 124 avenue Franklin Roosevelt. Hein. Donc, on ouais. a eu une émission de télé qui a eu il n'y a pas longtemps. C'était au 30 avril, voilà, 30 avril 2023. C'est l'émission Capitale, donc qui est venue filmer donc sur la cité de Carcassonne, mais aussi qui ont choisi donc le chef Rabazawi pour pouvoir en fait discuter d'un côté en fait marketing, parce que je suis un peu rêveur de ce que je veux faire, voilà. Et donc vous pourrez voir dans ce reportage donc qui je suis précisément, mais en même temps pourquoi. Hein. Donc ce reportage m'a choisi à moi pour pouvoir en fait partager ce moment avec les téléspectateurs donc de cette émission et surtout voilà avec une adresse, mon adresse, une bonne adresse sur Carcassonne pour venir déguster une bonne pizza. Je ne suis ouvert uniquement que le soir parce que toujours pareil, le travail, ma journée, je me consacre à mes élèves et le soir, je vais travailler à ma pizzeria parce que mes clients m'attendent pour que je puisse partager un moment de convivialité, de partage avec eux. Donc, j'ai un four à bois, bien entendu. Je suis presque donc très vu donc de par mes clients dans la salle. Donc du coup, on a toujours un petit sourire, un petit geste amical, un bon salut, un plaisir partagé. Et puis c'est ça aussi, un repas doit se partager. C'est comme une famille quand je reçois mes clients. Moi, je Ouais. parle de famille. C'est ça le plus important. La réussite t'aura pas monté, t'aura pas fait tourner la tête. C'est surtout ça qu'on comprend. Non, du tout, du tout, du tout. On ne réussit pas. On est toujours à la recherche de ce qui est le mieux. Je ne parle pas de réussite. Je parle de ce qui était ma vie, ce que ma Mm. vie est, ce que ma vie sera. C'est à moi d'en décider. Et on ne doit pas se prendre la tête. Pourquoi se prendre la tête? Le plus important, c'est de se dire une chose. Avant de se prendre la tête, se dire, n'oublie pas d'où tu viens. Mm. Ah oui, tu étais bas avant. Tu étais un mendiant, un clochard. Donc, n'oublie pas d'où tu viens. Donc, sache aujourd'hui que ce que tu peux, ce que tu as pu acquérir et ce que tu as, donc tu ne le dois pas qu'à toi-même, tu le dois à tout le monde, à tes parents qui t'ont enseigné et t'ont expliqué comment cette éducation que tu as aujourd'hui et le respect dans lequel tu es. Mais c'est surtout aussi que tout ce qui t'appartient est aussi fait partie des autres qui t'aident, qui sont tes clients à toi, qui viennent, qui te font confiance. Donc, du coup, n'aie pas la grosse tête parce qu'eux, ils n'ont pas la grosse tête. Eux, quand ils viennent chez toi, ils viennent pour le partage, pour le plaisir, parce qu'ils veulent te faire plaisir et parce qu'ils ont envie de te voir. Donc, quand tu leur donnes ce plaisir-là, le jour où tu as la grosse tête, où tu n'es plus en adéquation avec ce que tu veux transmettre et partager, ben à ce moment-là, je me retirerai et sincèrement, je ne parlerai plus à personne parce qu'en fait, je ne serai plus à la hauteur d'avoir respecté ma vie et le plaisir que je dois partager en toute simplicité, parce que je resterai quelqu'un toujours de très simple et de très abordable. Mm. Merci en tout cas infiniment pour ce témoignage. Et puis à bientôt pour suivre l'avancée de tes projets télévisuels ou cinématographiques. En tout cas,
Mille merci de ce témoignage important. Je rappelle Itinéraire d'un enfant de Harki aux éditions Libres de lire. Euh, voilà, c'est ton parcours qui rappellera sans doute le parcours de beaucoup de personnes, mais c'est aussi ça, ton Algérie à toi, notre Algérie à nous. Mm. Oui, c'est ça, c'est notre Algérie à nous, c'est notre Algérie plaisir, c'est notre France qui nous a accueillis aussi, qui a su nous transmettre beaucoup de valeurs et de respect, hein, de nos parents, de ce pays aussi là qu'il faut respecter, qu'il faut prendre en considération. Et en même temps, ben, l'Algérie, c'est moitié-moitié, on va dire. Donc, dès que j'ai l'occasion, j'y retourne parce que c'est toujours un plaisir de retourner en Algérie. C'est un autre air qui est là-bas, c'est une autre respiration, c'est des poumons qui se gonflent différemment, c'est aussi de se donner l'inspiration du bonheur, donc de ces fruits, de cette chaleur aussi côté algérienne qui est Ouais. différente de la France, mais qui est aussi chaleureuse aussi en France. Et c'est Voilà, donc ce fut un plaisir en tout cas. oui, et c'est le premier air que tu as respiré en plus quand tu es né. Donc, C'est on ça. imagine qu'en traversant la Méditerranée, tu as emporté une partie de cette Algérie déjà de manière inconsciente. Merci beaucoup, chef. Alors, Merci. en plus, merci d'avoir consacré du temps aujourd'hui, jour de relâche de restaurant. Et كل حاجة بالمكتوب. Ah,